Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. La classe dominante tourne le dos aux conclusions de la commission Spicer, à ses risques et périls. Il y a 30 ans, le 1er novembre 1990, le gouvernement fédéral annonçait la création de la commission Spicer, officiellement connue sous le nom de Forum des citoyens sur l'avenir du Canada. Au cours des audiences publiques, la commission Spicer a entendu les points de vue de plus de 400 000 Canadiens qui ont été représentés dans le rapport à la population et au gouvernement du Canada. Les opinions exprimées par les Canadiens à la commission Spicer étaient très importantes, car c'était pour eux une rare occasion de s'exprimer à un moment où le mécontentement envers le gouvernement, le Parlement, les partis politiques, les politiciens et même des syndicats étaient à son comble. Les gens voulaient des changements dans la façon de faire les choses. Ils voulaient que ces changements leur soient favorables plutôt que des changements qui favorisent ceux qui sont en position de pouvoir et de privilèges. Ils avaient amplement de choses à dire et l'ont dit sans hésitation à la commission. Entre autres choses, les Canadiens ont dit qu'il y avait des lacunes dans le processus politique. Au sujet de la commission Spicer, le dirigeant du PCCML, Hardy Albanes, a écrit, je cite, « Les Canadiennes et les Canadiens réclament des changements qui reflètent la maturation d'un peuple et d'un pays. Ils sont profondément conscients de l'absence de respect des normes les plus élémentaires de responsabilité des élus envers le peuple. Cette capacité de concevoir le manque, d'abstraire ce qui n'est pas et de saisir ce qu'il faut faire pour combler un besoin est sans doute l'indice le plus important de la maturation du Canada. » Fin de la citation. Loin de prêter attention à ce que les Canadiens leur disaient, les cercles dirigeants du Canada ont tout fait pour cacher sous le tapis cette conscience collective des Canadiens. Ils se sont lancés dans un vaste programme de destruction de la nation pour anéantir toutes les réalisations de la société et du peuple. Loin de renoncer à leurs positions privilégiées, ils ont utilisé ces positions pour concentrer de plus en plus de pouvoir entre leurs propres mains. Cela a rendu le processus électoral plus en plus antidémocratique, au point que dire que ce processus confère au gouvernement le consentement des gouvernés n'a aucun sens. En même temps, un peuple ne renonce pas à ses réalisations collectives, surtout pas parce que des dirigeants corrompus lui disent de le faire. Il s'appuie sur ses réalisations. Il apprend à défendre ce qui lui appartient de droit. Il persiste à trouver des solutions pour aller de l'avant et lorsqu'il voit comment contribuer à la solution, il le fait sans hésitation. Les points de vue et les aspirations exprimées à la commission Spicer n'ont pas conduit à des réformes du processus politique qui répondent aux aspirations des Canadiens et aux exigences d'une société moderne qui reconnaît et garantit la souveraineté du peuple. Cela signifie que le pouvoir de décision doit être entre les mains du peuple et cela demeure l'objectif des luttes que mènent les travailleurs d'un océan à l'autre. C'est ce qu'ils continuent de vouloir. Aujourd'hui, dans tout le pays, les travailleurs sont en première ligne pour s'assurer que la pandémie de COVID-19, que le gouvernement utilise comme une occasion d'enrichir les riches, ne bouleverse pas leur vie. Dans leur lutte contre l'offensive antisociale, ils sont de plus en plus conscients de la nécessité de nouveaux arrangements, d'institutions et de lois qui garantissent leurs droits. Les travailleurs reconnaissent que les injustices et les inégalités ne sont pas le fait de quelques éléments corrompus
ou de mauvaises politiques, mais qu'elles font partie intégrante du pouvoir, d'un appareil d'État et d'institutions étatiques qui divisent la société entre ceux qui sont riches et privilégiés, qui affirment que leur destin est de gouverner et de s'enrichir, et ceux qui sont dirigés de manière à les priver de pouvoir et à la merci des riches. L'anniversaire de la commission Spicer intervient à un moment où les libéraux de Trudeau et toutes les forces réactionnaires tentent de diviser le corps politique comme jamais auparavant afin d'imposer leurs dictats et de maintenir les Canadiens esclaves des arrangements obsolètes du 19e siècle appelés démocratie libérale. Le but de leur politique est que l'ensemble de la société se soumette aux riches, dans leur quête de richesse. Cela montre que les Canadiens doivent intensifier leur lutte pour affirmer leur souveraineté et renouveler les institutions démocratiques afin de conjurer les dangers qui les menacent et mettre fin à la destruction nationale. La classe dominante tourne le dos aux conclusions de la commission Spicer, à ses propres risques et périls. La voie de la destruction, qu'elle poursuit, montre qu'elle est inapte à gouverner. Les Canadiens ne resteront pas sans rien faire, alors que les élites dirigeantes ont choisi une voie dangereuse pour le peuple et son environnement social et naturel. Dans la deuxième partie du rapport de la commission Spicer, ce que nous avons entendu, et plus spécifiquement à la section 9, la responsabilité des leaders et la démocratie participative, les membres de la commission décrivent comme suit la pensée des gens sur ce qui manque au pays. Je cite, « Un des messages dominants, c'est que les participants ont perdu confiance à la fois dans le régime et dans leurs dirigeants politiques. Ils ne pensent pas que leurs élus, surtout au fédéral, gouvernent selon la volonté du peuple, ni que les citoyens aient actuellement les moyens de remédier à ça. Nombre d'entre eux, surtout à l'extérieur du Québec, souhaitent et sont prêts à appuyer une réforme profonde du système politique, pour autant qu'elle débouche sur un régime politique humain et efficace et des gouvernants réceptifs et responsables. Les participants désirent de tels changements parce qu'ils ont perdu confiance dans le système politique actuel et parce qu'ils doutent que les dirigeants prendront des décisions qui reflètent leurs valeurs et leurs aspirations. Ils exigeraient moins la participation directe aux décisions si des réformes parvenaient à rétablir leur confiance dans le système. Autrement dit, ils voudraient que les grandes décisions qui les touchent soient prises en toute connaissance de cause, en tenant compte des opinions et en pensant au bien-être des citoyens en général. » Fin de la citation. Voici quelques-unes des réactions des citoyens au forum, telles que citées dans le rapport à titre d'intervention typique. Je cite, « Un couple d'Ontariens âgés d'environ 70 ans. Les principes directeurs doivent être l'honnêteté et le dévouement envers le peuple. Rien ne se fera sans cela. Pour le moment, le Parlement est un théâtre burlesque où chacun essaye d'avoir la vedette. » Un autre groupe du Manitoba dit «
Le groupe veut que les élus se remuent le derrière et se mettent à diriger le pays. Encore un autre groupe du Manitoba. On n'arrivera pas à nous faire croire qu'il suffit de trouver la bonne formule pour que tout aille bien. Nos dirigeants politiques ont failli. Ils n'ont ni vision ni légitimité. Un élève du premier cycle secondaire de l'Ontario, nous ne pouvons absolument rien faire. On met au pouvoir un gouvernement qui s'engage à améliorer la situation et ce genre de choses. Quand un gouvernement a-t-il jamais tenu ses promesses? Ce que je pense n'a aucune importance, j'ai 14 ans et personne ne m'écoute. Un groupe d'Ottawa. Nos représentants se comportent d'une façon épouvantable au Parlement. On dirait des enfants indisciplinés. Ils se comportent comme de mauvais garnements, n'ont aucune retenue et ne cessent de se quereller entre partis. Pourquoi ne se serrent-ils pas les coudes et n'exploitent-ils pas leurs meilleures idées? Ensuite, un groupe du Nouveau-Brunswick. Les priorités politiques ne sont pas nécessairement les priorités nationales. Il faut consulter davantage les organisations populaires. Enfin, un extrait d'une lettre venant du Québec. Je cite « Il y a un vide politique. Les gouvernants n'ont aucune vision précise, aucune suite dans les idées, aucune notion de notre destin national. Les pots de vin, la corruption et l'incompétence dominent une bureaucratie alourdie par les complications juridiques et fiscales. » Fin de la citation. Les commissaires soulignent que le thème sous-jacent des commentaires au forum est que les gens veulent des dirigeants politiques qui soient réceptifs et responsables sur une série de sujets. Je cite « Gestion de l'économie, traitement réservé aux peuples autochtones, réforme constitutionnelle et place du Québec dans la fédération, bilinguisme et multiculturalisme. Dans tous ces domaines, les citoyens nous ont dit qu'ils n'avaient pas l'impression d'être gouvernés selon leurs désirs ni selon leurs valeurs fondamentales. » Fin de la citation, page 110. Au sujet des médias, nombre de participants ont dit au commissaire que les médias portent une lourde responsabilité à l'égard des problèmes et des difficultés auxquels le Canada se trouve confronté du fait qu'il ne s'efforce pas suffisamment de fournir des informations de base fiables et ne donne pas de nous-mêmes une image constructive. C'est le cas de ce citoyen d'Islington, en Ontario, qui a lancé, je cite, « Les médias, source de désinformation et de confusion par excellence. » Fin de citation. Les participants sont souvent d'avis que les médias ont la fâcheuse tendance à faire dégénérer les problèmes en crise en exagérant les conflits et en déformant les faits. Je cite « Les médias nous ont fait beaucoup de tort en montant en épingle le sentiment séparatiste au Québec et le lac Meach. Les médias ont versé dans l'exagération et dans le sensationnalisme. » Fin de citation, a déclaré un groupe de discussion au Manitoba. Un participant de Merville, en Colombie-Britannique, disait « Les médias doivent cesser de mettre l'accent sur nos différences et s'attacher davantage à faire ressortir ce que nous avons en commun et ce qui nous unit. » Les commissaires concluent « À nos yeux, il est clair que les participants au forum investissent non seulement les dirigeants politiques, mais aussi les médias, de la responsabilité d'adhérer aux valeurs canadiennes fondamentales. La plupart des participants, selon les commissaires, croient aux valeurs fondamentales que sont l'égalité, l'équité et la coopération. La notion d'égalité s'applique aux personnes, aux provinces et aux régions du Canada.
On s'oppose fortement à l'octroi de privilèges particuliers pour toute province. L'absence d'équité a été soulignée par différents groupes comme les Acadiens, les Autochtones, les anglophones du Québec, les francophones hors Québec, des résidents des prairies et des provinces maritimes. D'autres soulignent le besoin de coopération si nous voulons réaliser le genre de pays que nous désirons. Il existe ce sentiment généralement répandu que le Canada est un pays improbable, avec une population éparse, vivant sur une grande étendue et concentrée dans des villes perlées le long de la frontière américaine. Les participants préconisent une coopération active entre Canadiens. La grande majorité des interlocuteurs du Forum ne pensent pas que leurs dirigeants actuels aient gouverné le pays selon des valeurs fondamentales. Si d'aucuns le déplorent et manifestent leur déception, un nombre bien plus grand de citoyens sont furieux et leur colère est surtout dirigée contre les politiciens fédéraux. Les commissaires citent les passages suivants. L'absence de vision est la véritable raison pour laquelle le Forum a été créé. Le premier ministre, son cabinet, son parti et, à vrai dire, tous les partis et toutes les assemblées législatives manquent de vision. Aucun d'entre eux n'a été ni n'est capable d'envisager un avenir nouveau pour le Canada. Et quand nous réclamons des propositions, ils avouent qu'ils n'en ont pas à faire. Il y a un autre problème, c'est que le premier ministre est incapable de garder le contact avec le public. La plupart des gens étaient contre le libre-échange, contre la TPS, contre les réductions, pour ne citer que quelques exemples. Mais cela ne l'a pas empêché de nous les imposer de force, que nous le voulions ou non. Nos trois chefs politiques ne privilégient pas l'intégrité intellectuelle. Les négociations du lac Meach se sont déroulées dans le secret. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Le gouvernement est le seul responsable du sentiment généralisé de désunion qui règne au Canada. La façon dont il essaie de régler les problèmes qui compromettent l'unité canadienne est déplorable. Ce sont les politiciens et surtout notre premier ministre qui n'ont pas compris le message et ils ne veulent pas l'entendre. Le premier ministre fera des pieds et des mains pour réaliser la décentralisation, même si cela provoque l'éclatement du pays. S'il perd le Québec, il perd son principal allié. Le plus inquiétant, c'est que ce scénario qui prévoit l'octroi de pouvoirs plus étendus aux provinces ne déplaît pas du tout à bien des premiers ministres provinciaux. Fin de la citation. Le commissaire note que bon nombre de Canadiennes et de Canadiens ont le sentiment que, je cite, « le Parlement ne signifie pas grand-chose, parce qu'il est sous la coupe du gouvernement et que les autres représentants élus n'ont que peu ou pas d'influence est très répandu. » Des participants nous ont dit que cette situation serait tolérable si seulement le gouvernement actuel respectait son programme électoral. En l'occurrence, il n'existe presque aucun rapport entre celui-ci et les mesures prises par la suite par le gouvernement. En effet, au cours de son mandat, il élabore et applique des politiques d'envergure jamais évoquées, ou à peine, pendant la campagne. Comme le si bien dit un participant, on a généralement l'impression qu'il existe un manque de communication entre la population en général et le gouvernement, que les politiciens ne se sentent plus obligés de rendre des comptes au peuple une fois qu'ils ont été élus. Fin de la citation. Les commissaires font remarquer que les gens jugent nécessaire de trouver les moyens d'obliger les députés à consulter leurs électeurs sur les grandes questions, ou de leur donner une plus grande marge de manœuvre, ou d'exiger d'eux qu'ils votent conformément aux désirs de leurs électeurs. Un groupe de discussion de l'Ontario a exprimé le consensus à ce sujet dans les termes suivants.
Je cite. Il faut changer le gouvernement. Il faut un système permettant à nos représentants élus de représenter vraiment les électeurs et de tenir compte de leurs désirs. Dans un pays moderne où le niveau d'instruction de la population est élevé, il est inadmissible d'invoquer l'excuse que l'on a été élu pour prendre des décisions et que l'on n'a pas besoin de connaître l'opinion des électeurs. Fin de la citation. Un autre intervenant ajoute, je cite, « Dans le régime démocratique actuel, les abus sont monnaie courante, à l'échelle tant fédérale que provinciale. C'est le principal problème. Nos politiciens ne nous écoutent pas et leur conduite est dictée par la solidarité de parti. » Fin de la citation. Un groupe du Yukon, je cite, « Nous avons le droit de parole 2 fois tous les 10 ans seulement. On se fait dire ensuite, les Canadiens m'ont élu donc, ce qui est humiliant. Nous en sommes arrivés à nous méfier de cette méthode. Les politiciens n'ont pas à modifier la trame du pays. Ils doivent écouter le peuple au lieu de s'en remettre à une armée de conseillers. Ce n'est pas possible avec les sondages d'opinion. Socrate a démontré que les questions appellent les réponses. » Fin de citation. Un intervenant de Colombie-Britannique, je cite, « Les députés qui sont élus devraient rendre des comptes à leurs électeurs et se comporter aux communes conformément à l'avis de la majorité d'entre eux pour les questions d'importance nationale. » Fin de la citation. Les commissaires notent ensuite que bon nombre de participants ont réclamé le droit de révoquer un député. Je cite, « Les citoyens devraient avoir le pouvoir de révoquer un député s'il ne sert pas les intérêts du pays, s'il ne propose pas de projet de loi ou s'il ne défend pas les droits des citoyens et n'essaie pas d'améliorer leur situation ni celle du pays. Il faut modifier la Constitution pour trouver un moyen de destituer les politiciens qui ne gouvernent pas selon les vœux de leurs électeurs. S'ils n'accomplissent pas la mission qui leur a été confiée par ceux-ci, il faut les remplacer. » Fin de la citation. L'intervention suivante résume bien une opinion très répandue. Je cite, « Il faut pouvoir révoquer le gouvernement et l'obliger à rendre directement des comptes aux électeurs. Vous ne nous gouvernez pas, vous travaillez pour nous. Cessez de nous faire des cachotteries et essayez d'être francs et honnêtes. Les gens de ces pays aspirent à avoir un gouvernement honnête. » Fin de la citation. Les 2 mécanismes les plus populaires comme moyen pour changer la situation sont la tenue de référendums sur des questions importantes et la création d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Je cite, « Il faut créer une assemblée constituante indépendante du gouvernement dans laquelle les diverses provinces ou régions et territoires ainsi que les groupes autochtones seront représentés de façon équitable. » Fin de la citation. Finalement, un intervenant de Nouvelle-Écosse écrit, je cite, « Mettez fin au fédéralisme exécutif. » Fin de la citation. Pour un rapport complet sur ce que les Canadiens ont dit à la commission Spicer, voire, pour faire face à l'avenir, les problèmes d'un Canada post-référendaire dans une optique non partisane, par Hardy Albanes, écrit en 1992.
Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et abus éducatifs. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.